Aujourd'hui, on est dans la profusion, dans l'abondance. Je ne pense pas que la société soit prête à consommer moins, même si on va rentrer dans une période différente. On voit bien qu'aujourd'hui, ouais, il y a de l'inflation, donc qui va imposer effectivement de consommer moins. Nouveau récit. Nous, on s'attaque à un chiffre, c'est 14 000 tonnes de denrées alimentaires produites et destinées à l'alimentation humaine qui sont gaspillées chaque jour. Par exemple, si on parlait de viennoiserie, parce que notre sujet est vraiment parti de la viennoiserie, du croissant, ce sont des milliers de pièces à l'heure qui sortent. Et à la fin, toutes les semaines, c'est presque un camion, 33 palettes de viennoiserie qui ne répondent pas au cahier des charges et qui allaient en alimentation animale. Parole publique. Aujourd'hui, nous, on a créé en fait tout un modèle opératoire pour pouvoir sauver ces produits. La première étape, c'est d'aller les identifier chez les producteurs et chez les transformateurs. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole publique. Nouveau récit. J'ai vu que Faustine avait participé à quelques podcasts. Oui, tout à fait. Ouais. Faustine a plus en charge de la communication. Ouais, avec la communication, donc, ouais. voilà, Ouais. médias. Mais on se partage les sujets, bien évidemment. Mais oui, aujourd'hui, ça fait plus partie de ses tâches. Ouais, tout à Ouais. fait. Et donc vous êtes deux. On est deux, ouais, depuis le début, quasiment. Même si on a un tiers, en fait, un ami commun qui nous a mis en relation en 2018 Ouais. et qui s'intéressait voilà, au projet, qui était tenté de venir avec nous, mais pour des raisons personnelles, a préféré retourner dans le monde de l'agroalimentaire et donc en direction industrielle dans un grand groupe. D'accord. Voilà. Donc normalement vous auriez dû faire ça à trois. On aurait pu le faire à Ouais. 3, voilà, tout à fait, mais la vie est semée de réalités et donc la sienne a été un petit peu différente. Donc voilà, mais c'est quelqu'un avec qui on entretient de super relations Ouais. depuis le début. Ouais. Et comment est née là du coup l'idée de Bisque? C'est quoi Bisque? Comment l'idée est née? D'où vous venez? Il est né d'un constat. Vas-y, présente-toi un petit peu Ouais. et l'initiative. Il est, et moi, cette il y a entreprise. aussi, il est né peut-être aussi avec l'âge. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Ouais. Il y a j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'agroalimentaire et puis derrière à équiper les industriels, mais aussi les producteurs dans des solutions techniques qui permettent voilà, de développer des process industriels. Et puis on le fait, on va au travail, on développe ces systèmes sans se poser de questions. On nous dit voilà, il nous faut, on vous confie une matière brute et derrière on vous donne de la farine et des œufs, du sucre et on vous dit voilà, fais-moi un gâteau. Je dis ok, pas de problème, je vous fais un gâteau. Tout se passe bien, on définit des cahiers des charges, on nous demande voilà, un résultat, des normes, et puis on fait pas attention en fait aux écarts, aux pertes que ça génère, parce que c'est devenu la norme, c'est devenu une normalité. Ça fait partie des réalités techniques auxquelles on est accepte confronté. en fait de perdre de la ressource. On accepte, rien que dans le cahier des charges, de toute façon, à la fin, quand on fait la réception d'une ligne de process, d'une ligne de transformation, on vous dit, on autorise sur un temps défini 2 voire 3% de pertes. Ah ouais, ok. Voilà, parce que la meilleure solution technique ne fera pas 100%. Ouais. Voilà, il y a toujours un aléa, ce sont déjà des hommes qui pilotent, et puis voilà, il y a cette fameuse réalité technique qui font que derrière, il peut y avoir un petit dérèglement de la machine, une baisse de tension électrique, voilà, une cellule qui détecte pas bien. Enfin, il y a plein de raisons. Donc ça génère des pertes. Donc ça génère en fait un écart une perte ou un écart de production, un écart de tri. Et ces produits-là, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est cumulé parce qu'on produit à des vitesses folles. C'est des cadences qui sont assez rapides. Par exemple, si on parlait de viennoiserie, parce que notre sujet est vraiment parti de la viennoiserie, du croissant, ce sont des milliers de pièces à l'heure qui sortent. Et à la fin, toutes les semaines, c'est presque un camion, 33 palettes de viennoiserie qui ne répondent pas au cahier des charges et qui allaient en alimentation animale. D'accord. Voilà. C'est quoi en fait? C'est la viennoiserie qui est produite à la fin, qui existe, qui est là? Elle est produite, mais elle ne répond pas aux standards, aux standards, aux normes définies par les circuits, par les cahiers des charges. Voilà, on impose des normes, une standardisation à nos producteurs, à nos industriels. C'est aussi, alors c'est des gages de qualité. Ce qu'on appelle des normes qualité, oui, c'est ça. Ouais. C'est dans l'objectif de maintenir une qualité. C'est aussi de vouloir standardiser, d'avoir toujours le même produit au même moment disponible. Ouais. Mais derrière, c'est responsable pour moi du gaspillage alimentaire. Ouais. Est-ce que parce que dans l'alimentaire, dans la cuisine,
Est-ce qu'on peut dire en fait que la qualité esthétique et la qualité gustative, c'est deux choses différentes? Est-ce que, par exemple, un croissant qui n'a pas la tête d'un croissant pourrait ne pas avoir en fait le goût du croissant? Alors ça, oui, mais c'est un autre sujet. Ouais. Mais là, on est rendu sur des défauts qui sont quasi imperceptibles à l'œil nu. Voilà, on va vraiment analyser presque au pied à coulisses, savoir si le croissant est bien symétrique, si derrière, là où sur un pain au chocolat, la barre de chocolat est pas trop près de la sortie. Hein. Ouais. On va très loin. On veut tout normaliser, on veut tout maîtriser. Ouais. Comme j'ai travaillé beaucoup aussi dans le domaine de l'arboriculture, dans le calibrage et triage de fruits et légumes, on maîtrise tous les défauts. Aujourd'hui, une pomme bio, elle est triée et calibrée et on définit la moindre imperfection. Donc, on ne laisse rien au hasard. Oui, mais sauf qu'un aliment, ça se mange, ça se regarde pas. Enfin, ça se regarde parce qu'on l'achète sur l'étal, effectivement, mais c'est ça. Mais il suffit d'aller visiter, d'aller dans un magasin de producteurs. Donc, on se dit, voilà, on fait un circuit court, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ben, vous prenez un consommateur, même s'il il fait la démarche d'aller acheter directement chez le producteur, si vous avez un palox, donc c'est le contenant qui va dans les vergers, donc dans lequel quand on cueille les pommes, on va déposer donc ces fruits dans des palox. Donc ça s'appelle des brutes de cueil, c'est-à-dire que les produits sont non triés, non calibrés dedans. Donc vous mettez ce palox-là dans un magasin, les consommateurs vont venir chercher le produit. Vous pouvez être sûr que le soir, ce qui reste dedans, c'est tous les écarts. C'est-à-dire que le consommateur, même s'il a fait la démarche de venir acheter, il va avoir trié ceux qui sont beaux, ceux qui sont trop petits, trop gros, et ainsi de suite. En fait, il va avoir trié. Voilà. Et après, j'avoue, en fait, quand on est au marché et puis qu'on a, je sais pas, en fait, une caisse de tomates, j'avoue, en fait, on la prend, on la sculpte, on regarde, on prend celle qui a notre goût esthétique. Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai, c'est très humain. Et parce qu'on a été formaté comme ça. Voilà. On a été habitué à ça, et aujourd'hui, on a du mal à en sortir, tout à fait. Donc, on surproduit pour ça, pour pouvoir donner la liberté aussi d'avoir du choix. Je pense que le consommateur n'est pas encore prêt à se dire, on est 60 millions ou 70 millions d'habitants en France, on va produire pour 70 millions d'habitants. Et puis, il faudra accepter qu'à la fermeture des réseaux d'alimentation, il n'y ait plus rien le soir. On a tout consommé. Ça serait l'équilibre. La réalité, c'est que dans notre société, c'est totalement impossible. Voilà, parce que ça voudrait naturellement, humainement, comme on vient de se le dire, il resterait plus que les moches le soir ou les produits qui sont défraîchis, ainsi de suite. Et ces produits-là seraient déjà condamnés. On ne les ramènerait pas chez soi. Ou alors on en fait des jus de pommes. On peut effectivement les transformer, leur donner une seconde vie. Tout à fait. Donc tu es Fabien Gastou. C'est ça. Cofondateur donc, de Bisque. Et tu as fait donc cet état des lieux qui a généré ce projet, donc qui est de proposer un nouveau modèle de redistribution des produits qu'on pourrait qualifier de hors normes. Hein, c'est ça, tout à fait. On est parti du constat qu'on vient d'évoquer, et derrière, beaucoup d'initiatives apparaissaient donc dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je pense à Phoenix, les épiceries Nous Anti-Gaspi, Too Good To Go, mais il s'attaquait en fait à la problème du gaspillage alimentaire au stade de la distribution et chez le consommateur. Voilà, mais l'intermédiaire entre le distributeur et le consommateur. Voilà, c'est-à-dire les invendus de la GMS, aider les consommateurs chez eux à réduire leur gaspillage, leurs pertes. Alors, en soi, c'est des très bonnes idées, c'est des super initiatives, mais personne évoquait les problématiques de gaspillage alimentaire sur l'amont. C'est-à-dire au stade de la production et de la distribution. Effectivement, c'est assez technique. Et derrière, mes fournisseurs d'aujourd'hui n'étaient pas forcément enclins à évoquer ce sujet-là, à le partager. Parce que derrière, ils défendent des images, ils travaillent leur communication, et les sujets de gaspillage alimentaire sont un peu contradictoires avec des valeurs de la RSE, par exemple. Ah ouais, pourquoi ? À dire qu'aujourd'hui, vous avez des pertes dans vos usines et d'écrire une stratégie RSE où vous avez des engagements, il y a une certaine contradiction. Absolument, Et bien souvent, les produits auxquels on s'est attaqué rentraient dans la norme, entre guillemets, des pertes. Voilà, on acceptait ces pertes-là, et au moment des inventaires, les produits partaient en alimentation animale, en méthanisation, ou dans le pire des cas, en destruction. Mais c'était une normalité, et puis tout le monde dans l'entreprise n'avait pas la vision en fait de ces pertes. C'est-à-dire que les commerciaux, eux, ne les voient pas, ces produits-là. Ils n'apparaissent pas, c'est pas des produits qui sont commercialisables. Donc à partir de là, même un service marketing, un service communication
Si on leur en parle pas, ils ne vont pas les découvrir. Quand moi, je suis allé voir ces gens-là, les responsables RSE chez des industriels, ils m'ont dit, mais non, nous, ça fait 40 ans qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire dans notre société. Vous pensez bien qu'on ne gaspille rien. Ouais, je pense à des Danone, par exemple, entreprise à mission, avec des politiques RSE hyper développées, et depuis longtemps même. Mais tu vois la visibilité, effectivement, de toute une partie de cette industrie. Parce que quand on pense gaspillage alimentaire, en réalité, on pense gaspillage alimentaire, c'est-à-dire cette partie la surproduction qui trouve pas preneur ou alors c'est ça ou qui va faire l'exemple de Danone. On a tissé aujourd'hui, on est en train de tisser un partenariat avec eux. On a démarré avec Blédina parce que derrière, Danone effectivement est une entreprise à mission. Elle signe des contrats de filière avec des producteurs. Alors moi c'était là sur le sujet de Blédina pour pouvoir faire des petits pots pour les bébés. Donc c'est-à-dire que c'est très bien. Elle garantit à des producteurs de fruits, de légumes, de poissons un débouché avec un prix fixe. Ouais. Donc c'est très bien, mais la réalité, c'est que commercialement, et là vous allez vite voir où je vous emmène, c'est qu'une fois qu'il y a, on définit un petit pot avec, je vais dire, une purée de brocoli, pommes de terre et saumon, admettons, quand la gamme va s'arrêter, qu'est-ce qu'on va faire des surstocks de produits qui vont permettre de garantir la disponibilité dans les réseaux de distribution, parce que ça tombera jamais juste. On ne dit pas, on arrête la distribution de ce produit-là quand on a vendu tous les petits pots. Non, ça tombera pas pile poil, ça fonctionne pas comme ça. Et puis, vous avez aussi les surstocks de matières premières qui sont en amont aussi, donc qui servent à reproduire quand on arrive à des niveaux de stock trop faibles pour pouvoir réapprovisionner. Et derrière, vous avez aussi les contrats de filière. Donc en fait, quand on arrête d'un côté au niveau commercial, ça a des répercussions jusqu'à chez le producteur. Ouais, évidemment. Donc Danone signe des contrats, donc elle s'engage à acheter une quantité définie à ses producteurs, donc elle va au bout. Mais après, effectivement, pour elle, son métier n'est pas d'aller chercher une voie de valorisation pour ces matières premières. Et donc on est aujourd'hui devenu une opportunité pour ça, parce que ces matières premières qui servaient dans l'élaboration de produits finis, aujourd'hui on les rachète et on va les revendre à des acteurs de la restauration collective qui sont spécialisés dans la restauration des crèches. Ouais. Voilà. Et donc vont avoir accès à des produits de qualité pour pouvoir rentrer dans des cuisines centrales. Et là, la boucle est bouclée. Ouais. D'accord. Donc, c'est assez simple en soi. Ouais. Mais il a fallu trouver notre position chez Danone, chez Blédina. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas un client classique. Donc, mais vous êtes un client. Pour eux, on est devenu un client. Ouais. Vous n'êtes pas un outil qui vise justement en fait à rationaliser un peu la production. Vous ne faites pas partie d'une stratégie globale qui est pensée pour limiter la surproduction. Non, on ne peut Comment pas vous aller. placez vraiment en fait Non, aujourd'hui, on a conscience des réalités, des problèmes qu'ils rencontrent. Je prends souvent l'exemple du caillou qu'on a dans la chaussure, en fait, ou du sable qu'ils ont dans la chaussure. Ces problématiques d'écart de production, d'écart de tri, de surstock, d'arrêt de gamme, ça les empêche pas d'avancer, mais ça les empêche de courir, entre guillemets, ça les gêne. Et aujourd'hui, toutes les parties prenantes, tous mes clients, toutes les parties prenantes à la mission, à la lutte contre le gaspillage, sont des gens qui sont conscients des enjeux environnementaux auxquels on doit répondre, auxquels on doit faire face. Donc, de leur proposer, quand on leur propose la solution BISC, ils y adhèrent, d'une part parce qu'on est aujourd'hui là pour leur acheter le produit. On l'évite de le détruire, donc ce qui aurait un coût pour eux, mais en fait on ramène de la valeur à quelque chose qui pour eux n'en a plus. Et d'où le nom aussi de bisque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui bisque ça fait référence à la bisque de homard, qui est un mets savoureux qui est composé à partir des têtes de crustacés. Donc, en fait, ces têtes de crustacés ou ces cordes crustacées qui n'ont plus de valeur, en les cuisinant, on peut leur en ramener. Et donc on est parti dans cet esprit-là. Mais est-ce qu'ils se sont engagés dans ces voies-là parce que on peut avoir après plusieurs motivations en vérité. Bien sûr. Et c'est vrai que aujourd'hui le gaspillage alimentaire, les chiffres sont quand même assez hallucinants sur le sujet. Ils ne concernent d'ailleurs pas que les industriels, j'en ai quelques-uns, mais on dit en fait que un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde est perdu. C'est considérable. C'est considérable. 1,3 milliard de tonnes. Ouais. Alors nous, on se projette effectivement ce chiffre-là au niveau mondial. Il est énorme. Il est aussi énorme parce que quand on produit, ça a un impact carbone très important. D'ailleurs, sur ce sujet-là, l'autre chiffre, alors je suis pas... Parfois, il faut témoigner aussi et puis mettre des données en face. Mais on dit en fait que si le gaspillage alimentaire était un pays ça serait le 3e pollueur mondial. Ouais, c'est ça. Après les États-Unis et la Chine. Donc on voit bien en fait que c'est un combat de société qui est majeur. C'est un combat de société majeur. Il est quand même énormément lié aussi aux pays développés, où l'alimentation représente une part importante du budget familial. Il y a beaucoup moins de gaspillage.
Aujourd'hui en France, je crois que c'est entre 5 et 10%. L'alimentation représente entre 5 et 10% du budget. Enfin, c'est minime. C'est minime et ça baisse de plus en plus. Et ça baisse, voilà. Et aujourd'hui, c'est sûr que moi, enfant, mes parents me disaient, voilà, finis ton morceau de pain avant de sortir de table. Ouais. Aujourd'hui, le pain n'a même presque plus de valeur, je trouve. Ce qui est pas normal. Mais voilà, on vit dans c'est l'évolution de notre société. Voilà. Donc, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui, on constate quotidiennement. Alors, effectivement, parce on est entouré de gens qui partagent aussi notre vision et qui s'intéressent à ce que l'on met en place. Mais bon, voilà, on t'entend quotidiennement ou au moins toutes les semaines. Il n'y a pas une période dans la semaine où on n'entend pas parler de problématiques environnementaux ou d'actions environnementales qui vont permettre d'améliorer la situation. Je crois d'ailleurs en fait que depuis l'été dernier, avec ces canicules qui ont été terribles, il y a eu aussi évidemment la COP21. Il n'y a plus une journée sans qu'un grand quotidien ou une grande chaîne d'infos nationale ne parle de ces préoccupations environnementales. Tu parlais d'ailleurs, tu évoquais Too Good To Go, qui est probablement l'entreprise engagée sur le gaspillage alimentaire qui est le plus connu. Oui, aujourd'hui, effectivement, c'est une entreprise du numérique qui a créé une application qui permet pour moi de vulgariser la problématique du gaspillage alimentaire, de permettre de l'ancrer dans le quotidien des gens. Est-ce qu'elle apporte une solution technique ou une vraie solution, une vraie action oui ou non, je sais, peu importe. Mais en tous les cas, peu importe, elle a le mérite d'exister, de dire aux gens, attention, les ressources, elles ne sont pas inépuisables, on doit les préserver et faisons attention à notre mode de consommation. Et c'est bien là où on arrive au problème, à la fois en fait celui du consommateur, mais parce qu'il faut changer ses habitudes, il faut changer les habitudes de consommation pour que justement en fait ces produits hors normes ou ces produits moches ou ce croissant en fait qui ressemble pas tout à fait à un croissant mais qui a le goût d'un croissant, en fait on puisse quand même on puisse le manger. Il y a aussi, tu le disais, toute cette chaîne de valeur, c'est-à-dire que quand on produit des aliments, qu'on les met de côté, malgré tout ça a une valeur. Et toi tu cherches avec Bisq déjà en fait à redonner de la valeur et puis à le remettre sur le marché. C'est ça. Et puis à redonner en fait une utilité finalement à ces produits qui n'en ont plus. Comment tu travailles très concrètement ? Est-ce que tu as des exemples en fait à nous donner pour montrer le cheminement de ces produits de l'industriel à l'assiette du consommateur ? Ouais. Donc aujourd'hui, nous, on a créé en fait tout un modèle opératoire pour pouvoir sauver ces produits. La première étape, c'est d'aller les identifier chez les producteurs et chez les transformateurs. Alors, on est d'accord en fait que vous travaillez sur les produits qui ont été transformés. Sur tout le type de produits, que ce soit des produits bruts, donc les fameux fruits et légumes moches, mais aussi sur les produits élaborés. D'accord. On travaille vraiment, pour nous, il y a une réflexion globale, c'est-à-dire que pour pouvoir mener à bien cette mission de sauvetage, il fallait rassembler toutes les filières alimentaires. D'accord. Les fruits et légumes, la viande, le poisson, des produits boulangers, de la boulangerie, de la viennoiserie, le fromage, des produits traiteurs, sucrés, salés. Il fallait vraiment tout amener, en fait. C'est pour trouver un modèle économique viable. En tout cas, notre modèle économique. Donc, on va aller chez les producteurs ou les transformateurs, identifier ce que l'on va appeler des écarts de tri, des écarts de production, des arrêts de gamme, des produits des produits que nos fournisseurs actuels n'arrivent pas à valoriser. Ou qu'ils ont écartés parce qu'ils ne correspondent pas aux attentes des circuits de distribution classiques. Ouais. On va par contre se porter garant de ne pas être une opportunité commerciale pour eux. D'accord. Nous disent que on n'est pas là pour favoriser la surproduction. Pour comment est-ce qu'on va délimiter ça ? C'est qu'on va partir en fait, vu que on ne dit pas on peut y aller les amis en fait parce que de toute façon Bisq sera là et c'est ça, parce que derrière on va établir avec eux un rapport économique qui va les dissuader. C'est-à-dire que je vous le rachète, mais ce produit-là il était destiné à la destruction dans le pire des cas. Donc là tu allais payer pour le détruire. Dans le meilleur des cas, tu pouvais peut-être l'emmener vers l'alimentation animale. Donc là, il y a une valeur de rachat, comme de la méthanisation, un process qui permet de faire de l'électricité, entre autres. Je ne vais pas évoquer le don alimentaire, parce qu'en fait, nos produits, leur conditionnement, entre guillemets, soit n'existe pas encore, ou quand il va être conditionné, il n'est pas adapté pour partir sur des circuits de dons alimentaires, dans la majorité des cas. Donc, je ne vais pas rentrer plus loin. Mais je vais apporter le sujet quand même, je voulais quand même l'évoquer, le partager. Donc, on va aujourd'hui définir en fait un niveau de rachat qui correspond en fait à la capacité d'achat de mes clients. Et qui, entre les deux, entre mon prix de vente et mon prix d'achat, je puisse dégager une marge qui permette de rendre Bisq, notre activité, donc pérenne. Donc, j'identifie le produit chez mes fournisseurs et chez mes industriels. Et ensuite, je leur rachète et je gère la logistique, le transport, le stockage, la préparation de commandes.
Ouais, l'industriel, c'est complètement déchargé à partir du moment je l'ai où vous déchargé. avez Et en acheté les fait, produits. la réalité, c'est que l'industriel aujourd'hui, ou le producteur, lui, son premier souhait, c'est que ce produit-là, il sorte de chez lui tout de suite. Ouais. Voilà. Il veut pas, c'est de l'argent qui dort, c'est voilà, dans son Ouais, business c'est du model. stock. C'est du stock, faut l'en décharger. Ouais. Et C'est un aujourd'hui, stock qui a une date limite de péremption. Hein. il peut y avoir effectivement une date limite, mais on ne gère pas, nous, des invendus, Ouais. entre guillemets, ou des produits en fin de vie. Plus. Ouais. Voilà. C'est vraiment des produits qui vont avoir la même date, grosso modo, que les produits standards. Ouais, parce Voilà. que vous, On les encore une capte fois, à vous la ne vous racine. occupez pas. Ouais, vous les captez à la racine. Vous Ouais. ne vous occupez pas, par exemple, en fait, d'un GMS qui a des produits, Invendus, des stocks ou des invendus, voilà, etc. tout à fait. Ça, c'est pas du tout C'est votre, pas mon sujet. Voilà. votre business. Non, Ouais. c'est pas du tout mon sujet. On est vraiment voilà, parce que derrière, nos clients, c'est la restauration. Donc, ils ont cette capacité à transformer le produit, à le sublimer, à ramener de la valeur en fait derrière pour pouvoir voilà satisfaire aussi leurs convives. Ouais. C'est probablement d'ailleurs pour ça que le don alimentaire est plutôt après le. Le don va être après, mais aussi le parce que distributeur. de ton point de vue consommateur, Ouais. sans avoir la connaissance en fait de tout ce que l'on produit en amont, enfin toutes les chaînes de distribution, il n'y a pas que des unités de production qui sont adaptées aux particuliers. Oui. Moi aujourd'hui, quand j'achète du poisson ou d'autres types de produits, c'est minimum par 5 ou voire bien souvent 10 kilos. Ouais. Mais qui achète aujourd'hui pour la maison 10 kilos de poisson ou 10 kilos de viande ou 10 kilos de jambon ou 10 kilos de pommes? Non, Ouais, des mormons peut-être. Oh, pardon. C'est pas, je sais pas, mais en tous les cas voilà. Et ou alors on va même dire à nos clients, à nos fournisseurs, conditionne-moi ce produit-là. Ouais, d'accord. Parce que pour lui, ce produit ne rentre plus voilà, dans son circuit commercial, ne va pas rentrer dans son circuit commercial à date. Et on va lui dire, si, il va rentrer dans mon circuit commercial, dans le circuit commercial destiné à Bisque. Donc, ton produit qui est un écart de production parce qu'il est pas rond, il n'a pas la bonne couleur, il est un peu trop lourd ou pas assez, voilà, qui a une singularité qui le différencie des produits normés, conditionne-le moi, voilà, et je vais pouvoir, voilà, moi, t'apporter une nouvelle voie de valorisation. Alors, comment tu fais ? C'est quoi ces voies de valorisation ? La voie de valorisation, c'est le circuit qu'on a tissé. C'est en fait le pont de valeur qu'on établit entre le producteur et le restaurateur. Ouais. Donc vous vous adressez, c'est-à-dire vos clients, en fait, ce sont des restaurateurs, c'est la restauration collective. On est sur un modèle de B2B. Alors c'est la restauration collective qui peuvent et commerciale, assumer justement en fait ces volumes de production ou de surproduction. Exactement, qui sont capables d'assimiler ces volumes. C'est pour ça qu'on est parti vers la restauration collective, entre autres. Ouais, d'accord. Alors quand tu dis restauration collective, c'est des chefs, c'est des restaurateurs, c'est la restauration collective dans le sens aussi en fait celle des collectivités, les lycées, les collèges. Ça touche effectivement de nos enfants jusqu'à nos seniors. Effectivement, on va s'adresser à l'ensemble. Les résidences. Voilà, les résidences seniors, tout le domaine du médico, du sanitaire, mais aussi le domaine de l'entreprise, l'administration. Et on va redescendre comme ça jusqu'aux scolaires et aux crèches, pourquoi pas. Ah ouais, justement avec Blédina. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Voilà, c'était un exemple très, très factuel. Mais on a besoin de tous ces segments-là parce que tout le monde consomme aussi de manière différente, n'a pas les mêmes attentes de produits, n'a pas les mêmes attentes de grammage. Voilà, parce que tout à l'heure, on parlait de poids. Ben oui, on gramme tout. Aujourd'hui, quand une collectivité, les collectivités fonctionnent avec des cahiers des charges, par des appels d'offres, donc ce qui leur permet aussi de maîtriser leur modèle économique. Donc, tout est calibré, tout est normé dans leur cahier des charges. Et une portion pour un repas du midi, c'est tant de grammes, c'est une protéine, c'est 120 ou 130 ou 140 grammes suivant l'âge ou le consommateur final. Ouais. Et derrière, ça doit avoir un coût, parce que en restauration collective, on va parler d'un repas qui, en valeur d'achat alimentaire, va partir de 1,80 €, 1,90 € de denrées alimentaires jusqu'à 4 ou 5 €. Voilà, suivant le segment dans lequel elle va se situer. Mais c'est quand même des prix très faibles. À la maison, c'est pas évident d'arriver à cuisiner, faire un repas avec une entrée, un plat, un fromage et un dessert pour 1 €, même pour moins de 2 €. Ouais, non, mais c'est quasi impossible. Pas évident. Voilà. Si on a le potager à la maison, mais faut déjà bien cuisiner. Mais c'est compliqué. Aujourd'hui, quand on voit le prix des denrées alimentaires, de toute façon, même les collectivités, en fait, en vérité, n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas. J'ai travaillé pendant un temps dans une collectivité, un département, donc avec la restauration collective pour les collèges. C'est-à-dire que les familles payaient quelque chose comme entre 2 et 3 € le repas, mais c'est pas le coût de revient. C'est subventionné en général par les communes. Absolument. Donc, par les départements. En fait, on est plutôt entre 8 et 10.
hein, Bien plutôt sûr, que de parce que V3. là, hein. moi, je parle que d'achat de denrées alimentaires. Ouais, Je parle pas derrière les cuisiniers, je parle pas des ouais, locaux, absolument. et l'outil industriel, Ouais, l'outil c'est de vrai. production. Ouais, Moi, c'est je vrai parle que vraiment toi, tu parlais vraiment en fait que de la achat matière première. Hein. Ouais, tout Ouais. à fait. Mais quand tu travailles en fait avec ces acteurs-là, tu réponds à leur appel d'offres ou alors tu passes directement en fait de gré à gré. Est-ce Alors, que on démarre de gré à gré, ouais. effectivement, pour apprendre à se connaître. Et après, derrière, pour que aussi on démystifie un peu nos produits, Hmm. qui se rendent compte que nos produits, effectivement, on les a classés hors normes, mais de toute façon, ils sont quand même calibrés, ils ont quand même ils ont un certain standard. Et derrière, ils savent aujourd'hui les remettre en valeur, ils savent les utiliser. Donc, on va démarrer en degré à gré de façon à se familiariser, à les familiariser avec le sujet. Et après, on va les inviter à bâtir en fait un cahier des lot charges qui va rentrer Ah oui. dans leurs appels d'offres. Voilà. D'accord. Et ok. aujourd'hui, il y a des collectivités qui vont effectivement créer des lots et qui s'engagent de manière régulière à cuisiner les produits hors normes qu'on leur propose. Ouais, parce que ça, c'est une vraie portée politique. Il faut une décision politique pour C'est dire souvent aujourd'hui, en fait, dans ma restauration collective, je vais y arriver. Je décide de mettre tout ou partie de mes achats fléchés vers des produits hors normes. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, et nous, ce qu'on veut, c'est que ces collectivités s'imposent d'aller chercher ces produits hors normes, mais dans un cadre. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas prenez 100% de nos produits. Ouais. C'est prenez 5%, entre 5 et 10% de vos achats chez nous. D'accord. Voilà. Parce que derrière, si on reprend ce que j'expliquais tout à l'heure, comment la chaîne de valeur et comment on définit le prix de vente, nos producteurs, c'est un revenu complémentaire. Mais si ils ne vendaient que du produit hors norme, leur business ne fonctionne pas. Oui. Ils disparaîtraient. Oui. Donc derrière, en disant, ils ont besoin de vendre leurs produits normés pour pouvoir trouver leur modèle économique, leur équilibre. Ouais, absolument. Ouais. Voilà. Donc ces collectivités doivent s'engager à faire un certain pourcentage d'achats chez nous. 5% me paraît assez intéressant. Par expérience, depuis 4 ans qu'on existe, on a démontré que ça se situe dans cette zone-là à minima. Et après, pouvoir l'intégrer avec des produits normés, et ainsi de suite. Ouais. Ouais. Et puis, Bisque n'est pas voué à avoir aussi une largeur de gamme comme un distributeur classique. Ouais. Il y a des produits sur lesquels on n'a pas d'intérêt à aller parce que des produits d'épicerie classiques, il n'y a pas de raison particulière ou d'avoir tous les calibres d'un produit standard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des produits comme du poisson en surgelé, principalement. On ne va pas avoir du dos, de la portion de poisson, du filet de poisson, avec un grammage qui va aller de 80 à 100, de 100 à 120, de 120 à 140 et de 140 à 160. Non, on aura forcément du poisson, on aura soit du dos, soit du filet, soit de la portion de poisson, soit un calibre 100 ou 120, ou des fois un calibre qui va faire 80-140 parce que ça a été mal calibré, il y a eu un raté. Et derrière, le spectre du lot est trop large. Et ça, c'est un motif qui va nous permettre de récupérer le produit. Après, effectivement, on n'oublie pas qu'il y a le producteur. Le producteur, en fait, a son activité économique. Il a quand même vocation, en fait, à rationaliser un peu, à avoir un cahier des charges sur ses produits, effectivement, qui répondent à des gammes courantes parce qu'il va avoir, en fait, des économies d'échelle, etc. Il n'y a aucun problème avec ça, sauf que c'est vrai que toi, et c'est la mission de Bisque, que vous reprenez ce qui est, donc, encore une fois, et je le dis parce que j'aime beaucoup, ça sera d'ailleurs probablement, en fait... le titre du podcast, mais comment en fait on fait pour que des produits hors normes deviennent la norme dans une assiette. C'est ça. Donc la norme dans une assiette, mais donc pour vous dans la restauration collective. Donc ça veut dire en fait que une collectivité ou alors en fait un restaurateur ira chercher les 2 ou 3 ou 5% des produits remisés par le producteur. La question c'est de savoir effectivement en fait si lui ira jusqu'à 5, 10, 15, 20, 50% de ces produits issus de ces entre guillemets, rebuts. Quoi. Ouais, tout à fait. Parce que, moi, je trouve ça génial, en vérité, parce que tu vas dans un resto, après, il y a évidemment, en fait, les considérations d'hygiène, de qualité, de sécurité alimentaire. Donc, on respecte et on en parlera. Ouais, on suit et on respecte le même circuit. On est un distributeur alimentaire. Toutes les règles sanitaires et de traçabilité s'imposent à vous. Elles s'imposent à nous. Ouais. Donc, nous, c'était évident. On est issus, de toute façon, Faustine et moi, mon associé, de l'agroalimentaire. Donc, cette
politique qualité et traçabilité, on se l'est imposé dès le départ. Donc, c'est ce qui nous a permis, entre guillemets, d'engager aussi des groupes de restauration collective et derrière, qui ont fait le constat que, on a été audité, ça a duré qu'une journée. Tout était en place déjà chez nous, on savait quelles étaient leurs attentes et derrière, on reste, entre guillemets, un distributeur, un intermédiaire. Donc, nous, les produits, on ne les retravaille pas. On les capte, on définit comment on veut aujourd'hui qu'ils soient conditionnés avec le producteur ou le transformateur et pour qu'ils soient adaptés à nos clients. Donc c'est juste, ça va très vite, c'est très simple en soi. D'accord, ok. On va y revenir, mais je finis en fait sur mon exemple. Je suis client d'un restaurant. C'est ma petite cantine. Je lui commande, je sais pas, en fait, un burger avec des frites. Je sais pas en fait si la viande, le pain et les frites sont issus en fait d'un achat raisonné auprès de Bisque, ou alors si les produits au contraire en fait font partie de la filière un peu classique. Au final, encore une fois, je reviens au goût parce que c'est quand même le truc important. Moi, je suis devant mon assiette, en fait, j'ai envie de manger en fait un bon plat. Bien sûr. Mais après, quand je suis pas en cuisine, en fait, je vais pas voir que la tomate qu'il a mise sur mon beefsteak, en fait, elle était toute belle, toute lisse. Non, même plus terre à terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pain pour les burgers, on va définir un nombre de graines de sésame qui sont collées dessus. Ah ouais. C'est dingue. Voilà. Donc, entre guillemets, si vous avez pas, si les graines de sésame se sont décollées au cours du process, au moment du conditionnement, et que visuellement elles ne répondent plus à ce standard-là, et ben le bun, il est écarté. Et tu te souviens Non, mais c'est complètement. Donc, je suis même pas rentré à l'oignon qu'on a émincé dedans, qui était lui jugé trop gros ou qui avait un défaut de peau, ni à la tomate qui était un petit peu trop verte ou pas assez rouge. J'en suis même pas arrivé là. J'ai commencé déjà par le pain à burger. Par le pain à burger qui est déjà en fait remisé parce que qui peut aussi être remisé. Qui a pas assez la graine dessus. C'est un motif aujourd'hui. D'exclusion. D'écart. D'écart. Un écart parce que le client, qui peut être un réseau de fast-food, a défini un poids, un diamètre, une hauteur et derrière et un nombre de graines collées dessus. Donc, et le producteur ne prendra pas le risque, il faut bien entendre le risque, de commercialiser ce produit-là. Il vérifiera en amont. Je sais qu'on en a parlé au début, mais en quoi nous, ça entre guillemets, parce que c'est défini, c'est contractuel, c'est dans une relation commerciale. Et c'est vrai que nous, consommateurs, quand on raconte cette histoire, ça nous paraît être une hérésie. Mais on établit ça et le fournisseur, le producteur ne va pas vouloir rentrer dans un rapport de force commerciale avec une grosse chaîne de fast-food parce que par rapport au business que ça va lui générer. Mais sauf que même ce sont des tensions, des relations commerciales. Alors on pense que ça peut être bienveillant. On vit pas toujours dans le monde des bisounours pour tout le monde. Non, c'est pas le cas. Après, c'est là où on va essayer à chaque fois de s'orienter vers des modèles peut-être un peu plus vertueux, un peu plus raisonnés, c'est-à-dire en fait avec ces politiques RSE dont on parlait au début. N'importe quelle chaîne, Burger King, McDo, je sais pas, KFC, je suis pas sûr qu'ils fassent des burgers, mais et qui se disent il y a un moment effectivement c'est une vraie problématique parce que moi je reviens à ces chiffres qui sont complètement dingues. En France, c'est sur l'amont de la filière, donc nous on s'attaque à un chiffre, c'est 14 000 tonnes de denrées alimentaires produites destinées à l'alimentation humaine qui sont gaspillées chaque jour. 14 000 tonnes. Que sur l'amont, c'est-à-dire donc et sachant que l'amont représente 53% du gaspillage alimentaire français. Donc ça veut dire que chaque jour on jette, pour faire simple, 28 000 tonnes. Et alors, moi, je suis super intéressé, dans le domaine de l'entrepreneuriat, à identifier, en fait, il y a les KPI, etc., en fait, les objectifs, ou quels sont les ratios, les indicateurs qui peuvent traduire au mieux ton activité. Quelle est la part de ces déchets que vous visez, en fait, à traiter? Déjà, je vais juste reprendre, mais on ne peut pas appeler ça des déchets. Parce que ce ne sont pas des déchets, c'est des aliments produits qui ne répondent pas à des normes ou à des standards. À partir du moment où tu as un industriel en fait, qui a envie de les détruire, il les considère. Nous, on n'est pas pour rattraper des déchets, en fait. On est juste là pour rattraper ces écarts de tri et ces écarts de production. En fait, on propose une nouvelle solution, effectivement, de valorisation à ça. C'est quoi vos objectifs, du coup ? En fait, 14 000 tonnes par jour, c'est énorme. Donc, aujourd'hui, nous, sur l'année dernière, on était autour de 500 tonnes. Ce qui est déjà énorme. Ouais. C'est énorme. 500 tonnes par jour ?
Non, sur l'année. Non, sur l'année. Ouais. Mais un camion, c'est 33 tonnes, grosso modo. Ouais. Donc, voilà, pour juste essayer de donner, de trouver un équivalent et de se représenter ce que représente 500 tonnes déjà de denrées alimentaires. C'est énorme. C'est énorme. Donc, en fait, aujourd'hui, de là à projeter ce qui serait Bisque, et à sauver des milliers de tonnes, mais sur une année. Mais on parle de 14 000 tonnes par jour. Donc, ou 5 millions de tonnes à l'année. On aura un autre impact, mais derrière, c'est tout le modèle qui doit changer. C'est le modèle qui doit évoluer, voilà, tout à fait. Ouais, complètement. Et on parle bien du gaspillage alimentaire, de denrées produites destinées à l'alimentation humaine. Je pense que cette définition-là, il ne faut pas l'oublier. Donc, un déchet n'était pas forcément destiné à l'alimentation humaine. Et alors, tu parlais justement tout à l'heure on est passé très rapidement dessus sur la sécurité alimentaire et sur le rôle en fait que vous jouez. Bisque gère sa logistique. Vous allez chercher en fait les produits chez vos. On gère tout le flux. On gère tout le flux. On travaille avec des prestataires, des professionnels, de la logistique, du transport. Métier qui est quand même très exigeant. Et pour pouvoir nous se développer aussi très vite sur le territoire national, on préfère aujourd'hui s'adosser à ces spécialistes donc du transport, de la logistique et de la préparation de commandes. Parce que on travaille donc, comme on l'a expliqué, sur toutes les filières alimentaires, mais on travaille aussi en tri-température. C'est-à-dire qu'on fait du sec, on fait du frais et du surgelé. D'accord. Voilà. Donc tout ça, c'est pour pouvoir répondre à notre modèle économique, pour pouvoir sauver toutes les denrées. La plus grosse difficulté que nous, on peut rencontrer, tu parlais de KPIs, dans notre modèle, c'est que ce sont des denrées comme des fruits et légumes, des fois, qui ont des euros kilos qui sont assez faibles. Et derrière, dès qu'on leur rajoute des coûts de transport, des coûts de manipulation, pour pouvoir des coûts de sauvetage, entre guillemets, eh bien, ça le ramène à un prix de vente qui peut aujourd'hui se retrouver équivalent au prix du produit normé. Parce qu'on n'a pas forcément, nous non plus, l'économie d'échelle d'un gros distributeur ou d'un gros distributeur. Donc, le fait d'y associer tous les produits, d'autres produits avec des euros kilos plus forts, va nous permettre de mieux amortir nos coûts de sauvetage. D'accord. Et puis après, il faut aussi que Bisque vive. Ben, effectivement, je le prends en compte dans l'analyse. Effectivement, on est une société, en fait, on est 14 aujourd'hui, donc on a doublé la taille de l'équipe depuis le début de l'année. Suite à une consolidation de la structure financière, on a souhaité ouvrir notre capital à certains de nos fournisseurs. Donc des entrepreneurs, parce que Faustine et moi, on avait tous les deux envie de s'entourer d'entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise pour nous servir de leurs expériences. On va faire nos erreurs, mais si on peut éviter de faire celles que nos associés actuels ont déjà faites et qu'ils puissent nous transmettre, c'est un peu notre philosophie pour pouvoir aussi aller plus vite. Mais qui sont justement en fait vos associés ? Alors aujourd'hui, dans mes investisseurs, j'ai un cabinet de recrutement parce que le recrutement est aussi un enjeu quand on est une jeune entreprise. On veut aller vite. Le recrutement, quand on part, on était 2, on était 3 et ainsi de suite. On ne peut pas trop perdre de temps sur le candidat, sur le collaborateur qui va intégrer l'équipe, surtout quand on n'est pas nombreux. On ne peut pas perdre 6 mois sur un recrutement. Sur un recrutement. Donc on a choisi aujourd'hui d'amener le cabinet Test, qui est un cabinet de recrutement parisien. Mais Damien Créquer est un breton de Belle-Île. Bisque est une entreprise bretonne. Bisque est une entreprise bretonne. Donc même si on a démarré commercialement sur Paris pour pouvoir profiter du potentiel commercial qu'il y avait sur Paris. Après, c'est vrai que la Bretagne, c'est quand même en fait une terre agroalimentaire extrêmement puissante. Une grande partie de nos fournisseurs sont bretons de toute façon. Donc la réalité, c'est ça. Donc on a effectivement aujourd'hui le cabinet Test qui nous a aidés. D'accord. J'avais fait la connaissance il y a quelques années, dans un autre contexte, d'un comptable qui est parti en retraite, mais un ex-associé du cabinet Capéos, un cabinet comptable rennais, breton. Donc, qui a souhaité me suivre derrière une fois qu'il qu'il est parti en retraite. Ça correspondait nous à notre ouverture de capital. Et ça, c'est intéressant parce que derrière, un comptable, c'est rationnel. Et donc, lui, il y a que les chiffres qui parlent. Donc, derrière, c'est une valeur ajoutée incroyable, ça. C'est une vraie valeur ajoutée. On peut lui mettre tous les arguments commerciaux, les projections. Non, il y a que les chiffres qui comptent. Et après, on analyse. Donc ça, ça rationalise un peu la gestion. En fait, de complètement. Et derrière, on est aujourd'hui aussi associé à Traiteur de Paris.
D'accord, Donc, ok. Denis Pinault, qui est le fondateur. Mhm. On a aussi Gilles et son épouse Bocabeille, D'accord. qui ont cédé leur activité, Soréal, Ouais. qui était donc du côté de Janzé. On a aussi des gens qui sont un family office, qui sont dans les légumineuses secs dans la Loire, Mhm. qui se sont adossés à nous. Mhm. Et des entrepreneurs en retraite, voilà, ou en activité, Ah ouais, qui sont d'accord, voilà, ok. aujourd'hui, Ouais, qui sont engagés dans le combat, en fait. Hein. qui se sont dit que derrière, ils avaient eu leur carrière, Mhm. qui pouvaient nous aider déjà économiquement à consolider nos structures et pour pouvoir aller plus vite, et Ouais. puis nous partager effectivement leurs expériences. Je pense que voilà, aussi quand on est entrepreneur, même si je suis associé, on est deux avec Faustine, on a besoin, voilà, on ne veut pas s'enfermer et on ne veut pas s'isoler. Donc on avait Ouais. besoin, nous, de ces gens-là qui soient voilà, un peu des mentors pour certains, pour pouvoir voilà, profiter de leurs expériences, de leur réseau aussi, clairement. Ouais, c'est la plus grande Euh, difficulté de l'entrepreneur, hein, c'est celui d'être isolé. c'est ça. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Alors nous, voilà, j'ai pas 20 ans, comme je Mhm. disais, j'en ai 40. Faustine en a un petit peu moins que moi, elle est plus jeune. Mhm. Mais voilà, on a profité de ce réseau, de nos expériences passées Mhm. pour pouvoir aller voilà, construire Bisque et puis mettre les choses dans le bon Ouais. ordre. Ouais. En tout cas, Est-ce dans notre ordre à nous. Ouais. Ouais, et c'est un actionnariat en fait que vous avez mis en place naturellement. C'est quelque chose en fait qui est issu avec Faustine d'une stratégie. Est-ce qu'il y a un moment, donc tu as plusieurs questions, mais est-ce qu'à un moment vous êtes aussi un petit peu interrogé sur les principales parties prenantes qui sont intéressées et qui sont en réalité vos clients? Est-ce que vous vous êtes pas demandé à partir de quand les industriels avec lesquels vous travaillez ne pouvaient pas aussi participer à votre capital et au développement en fait de la boîte au-delà en fait du rapport commercial? Si on s'est posé la question, déjà d'emmener nos clients, non. Mhm. Parce que derrière, ça pourrait nous fermer des portes sur le marché. Donc, d'emmener un client, je ne pense pas que ça aurait été la meilleure idée. Après, Faustine et moi, on a choisi de gérer voilà, notre entreprise avec vraiment un sens humain très fort. Mhm. Et on s'est intéressé effectivement à tous les leviers financiers qui pouvaient exister. Et à partir de là, on s'est plus vite identifié vers les business angels que vers les fonds Ouais. d'investissement. C'est un choix. Chaque entrepreneur va faire ses choix. On a eu la possibilité de choisir aussi. Ouais. Et ça a été assez simple à faire, notre levée de fonds. Parce que voilà, on a appelé 2-3 contacts et puis ainsi de suite. Donc voilà, au début, ça paraît peut-être difficile, mais à la fin, quand on Ouais. regarde dans le rétro, on a été assez vite, ça a été performant, vraiment bien entouré. On a un conseiller financier, voilà, Hervé, qui a choisi de nous accompagner et qui va nous permettre de gagner du temps. D'accord. Et c'est quoi les principaux leviers quand tu montes Bisque? Les leviers. Alors j'ai Qu'est-ce que tu j'ai dit entends levier, mais en réalité, je parlais pas de levier. Je pensais aux barrières, notamment en fait aux barrières financières. Est-ce que la logistique en fait est une grosse barrière? Première charge, notre poste de charge, c'est la logistique et le transport. Ouais. Effectivement, c'est ce qui nous mène le plus à mal aujourd'hui avec l'inflation. Ouais. Avec l'augmentation des coûts énergétiques. Ça, c'est Mm. ce qui est aujourd'hui. Voilà, c'est un obstacle qu'on a face à nous, qui nous demande une vigilance quotidienne, Mm. une maîtrise aussi quotidienne. Après, on est sur de l'alimentaire, on est sur des métiers à faible marge. On doit voilà, être vigilant sur tous les postes, mais celui-ci, il évolue très vite en ce moment et il faut essayer de juguler un peu cette hémorragie, d'envoler des prix. Ouais. Et alors, et justement, sur le transport, est-ce qu'il y a des considérations liées au kilomètre? Est-ce que vous travaillez pour faire en sorte que l'approvisionnement, ou en tout cas la distribution des produits que vous achetez, ça soit en local, ça soit en fait en circuit court? C'est notre stratégie, Ouais. effectivement. Aujourd'hui, on a 2 entrepôts, côté de Rungis, à proximité de Rungis, Mhm. un autre sur la région lyonnaise. Donc, c'est à partir de ces entrepôts-là qu'on va voilà, pouvoir distribuer nos produits, et majoritairement aujourd'hui sur tout le bassin de l'Île-de-France et des départements limitrophes, sur le bassin lyonnais et aussi voilà, les départements limitrophes. Et on est en train de se développer au niveau national à partir de ces ancrages. Notre objectif, effectivement, est d'aller positionner des entrepôts, des nouvelles plateformes, en fait, pour pouvoir dupliquer notre stock plus proche de nos clients. Mhm. Voilà. Et derrière aussi, réduire les distances de transport, mais aussi favoriser les circuits courts et la production locale, pour éviter effectivement qu'une pomme ou une tomate que je vais acheter dans les Landes remonte à Paris et soit redistribuée en Vendée, alors qu'elle est déjà passée à travers le département vendéen au moment où elle est remontée sur Paris. Voilà. Donc l'impact du transport sur nos produits, bien évidemment, quand j'achète une palette de tomates, je ne fais pas voyager le camion avec une seule palette. Il rentre dans une mutualisation de transport. Ouais. Donc l'impact du transport,
en termes d'impact carbone, il est assez faible par rapport à l'impact carbone aussi de la production du produit. Donc aujourd'hui, on vise à améliorer tout ça. Voilà. Mais ça fait partie de notre process donc, d'amélioration continue, de pouvoir aussi se rapprocher de nos clients. C'est aussi une attente de nos clients, la restauration collective, de promouvoir les circuits courts et la production locale. Pour moi, c'est deux sujets un peu différents, qui sont complémentaires mais différents. Donc on est une voie de circuit court parce qu'il n'y a qu'un intermédiaire entre le producteur et le consommateur et le client. Ouais, c'est génial de s'apercevoir en fait que d'une part, il y a des initiatives qui existent, qu'elles sont rentables aussi. Vous êtes rentable ? Pas encore. Ou alors vous cherchez non, aujourd'hui, on pourrait l'être, mais on a choisi d'investir pour pouvoir se développer au territoire national. Donc à partir du moment où on investit et qu'on augmente notre masse salariale, on ne peut pas dire qu'on est rentable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait des choix. C'est pour ça qu'on a consolidé la structure financière avec nos actionnaires pour pouvoir disposer de liquidités et nous permettre de recruter des collaborateurs, d'investir aussi sur du développement commercial pour pouvoir conquérir le territoire national avec l'ambition de s'adresser à tous les chefs de la restauration. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ces chefs-là sont vraiment sensibles à la question du gaspillage alimentaire ? Est-ce que vous avez un travail justement en fait d'acculturation, de sensibilisation en fait à ces sujets-là, ou alors vous vous dites que en fait, le plus facile pour vous, c'est plutôt de vous orienter vers des interlocuteurs qui connaissent déjà le sujet, qui sont déjà engagés et qui sont prêts en fait d'ailleurs à payer un prix un peu plus fort pour des produits qui ont été un peu déclassés? Alors, le gaspillage alimentaire, dans la culture d'un chef cuisinier, ça fait partie des premières choses qu'il apprend. Entre guillemets, on l'associe assez vite, c'est sa marge. Moins il aura de pertes, meilleure sa marge sera. Donc, entre guillemets, dans la culture d'un chef cuisinier, le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qui fait partie de sa formation. C'est aussi pour ça qu'on est allé vers la restauration. Ça fait partie des raisons. Et aujourd'hui, pourquoi la restauration collective ? C'est qu'elle était aussi en recherche de sens. Elle a déjà mis énormément d'actions en place dans la lutte contre le gaspillage, dans ses cuisines, mais aussi auprès de ses convives pour réduire les pertes sur les tableaux, sur les plateaux, à la cantine, par exemple. Mais ces actions, au bout d'un moment, même si elle entretient la communication, elles sont quotidiennes, elle cherche d'autres actions en fait à ramener. Et nous, ce qu'on leur a proposé, c'est une solution clé en main. C'est-à-dire on leur propose des produits. Économiquement, il n'y a pas de surcoût. Clairement, il y a un intérêt économique, mais pas un surcoût, ou au moins un coût équivalent suivant les produits. D'accord. Mais je ne vais pas rentrer là non plus dans le détail parce que ça peut être assez complexe, parce qu'on ne veut aujourd'hui pas rentrer dans un rapport de force ni avec nos producteurs ni avec nos clients. On n'est pas là pour négocier des lots, pour rentrer avec des remises arrière, avec des intérêts, des avantages commerciaux. On veut que les choses soient le plus direct et le plus transparent possible. Pour vraiment se concentrer sur la mission qu'on a à faire. C'est aussi à adopter de nouvelles pratiques commerciales sur ces sujets-là. Effectivement, complètement. Donc derrière, on va leur proposer ces produits clés en main pour les ramener dans la cuisine. Et en fait, on va ramener du sens en fait aussi dans les cuisines, du sens à nos cuisiniers. La restauration, les difficultés aujourd'hui de la restauration collective, une des difficultés, c'est trouver consolider leur modèle économique, mais deux, c'est de trouver aussi les collaborateurs. Il y a une vraie aujourd'hui déficience de chefs cuisiniers ou de commis de cuisine, donc aussi bien en restauration collective qu'en restauration commerciale. Même une fois que vous avez un collaborateur, il faut savoir le garder. Donc derrière, l'impact de Bisque, c'est aussi de leur dire la cuisine, il y a une valeur, il y a de la culinarité, on va nous les valoriser en fait. À partir du moment où le chef va commander chez nous, on va lui permettre de communiquer jusqu'à son convive en lui donnant des outils, des supports de communication qui vont permettre de valoriser son engagement et son travail. Donc très bien. En fait, Bisque, on est distributeur, c'est une partie de notre activité, mais l'autre partie, c'est aussi de la pédagogie et de la valorisation. Donc on va permettre d'accompagner nos chefs et les convives en fait dans la valorisation de leur action. Alors après, c'est très différent aussi parce qu'on est passé un peu rapidement dessus, mais est-ce que tu peux nous détailler justement un petit peu le profil de cette restauration collective ? Parce que, je ne sais pas, on prend un restaurant interadministratif, comme on l'a dit, qui répond souvent à des appels d'offres
C'est des appels d'offres plutôt en fait pour des Sodexo et compagnie. Donc, on ne s'adresse pas en fait à ces entreprises-là comme on va s'adresser, je ne sais pas, en fait, au domaine de l'hôtellerie ou alors en fait à la restauration de quartier ou encore dans la restauration collective dans les collèges ou les lycées ou dans les crèches. Tu vois, est-ce que tu peux un peu nous détailler ça et puis nous dire voilà, c'est quoi le prisme avec lequel vous rentrez et quels sont justement en fait leurs engagements? Alors, on a une opportunité chez nos clients, que ça soit une société de restauration collective comme Sodexo, Compass, Elior, Ensemble, Convivio, voilà, pour la Bretagne aussi, comme Ensemble, hein, bien évidemment, qui est un de mes premiers clients. Pour pas en citer quelques-uns, leurs enjeux aujourd'hui, on n'est pas là uniquement pour les aider à remplir leurs assiettes. On a choisi, nous, on ne veut pas apparaître comme un distributeur classique. Ouais. On veut vraiment être un distributeur de sens aussi. Ouais, et voilà. Et c'est là où, en continuant à grossir ce trait, qu'on leur offre en fait une opportunité de ramener du sens à la fois en interne auprès de leurs collaborateurs, mais aussi auprès de leurs clients. Derrière, l'enjeu quand on est une société de restauration collective, c'est de nourrir les collaborateurs. Ouais. Tu parlais d'un restaurant interadministratif. Voilà, le convive le midi, c'est midi et demi, tac, je vais prendre mon plateau, je descends à la cantine, je vulgarise un peu le sujet, ou au restaurant d'entreprise, je choisis mes plats et je vais m'asseoir à table pour pouvoir discuter avec les collègues, de tout et de rien. Donc, nous, l'enjeu, c'est de dire voilà, au chef, de lui donner la possibilité de donner plus de sens dans sa cuisine et après de faire un rapport en général au trimestre sur l'impact de son sauvetage, c'est-à-dire le volume qu'il a sauvé, quel équivalent carbone ça produit, mais aussi comment est-ce quelle stratégie d'achat il a mené sur des produits labellisés. Parce qu'effectivement, on propose aussi du labellisé, c'est-à-dire du bio, du label rouge, du bleu blanc cœur, sur son pourcentage aussi de produits frais et de produits surgelés, sur le pourcentage de protéines aussi qu'il a acheté. On va lui mettre à disposition tous ces indicateurs-là qui vont lui permettre de ramener de la stratégie aussi dans sa relation commerciale entre le restaurateur et son client, le convive, qui lui va permettre de mieux comprendre qu'est-ce qu'il a dans son assiette, qu'est-ce qu'il a mangé. Ouais. Mais le client, c'est-à-dire le consommateur, le convive, sait ce qu'il a mangé dans son assiette. Il peut le savoir. Alors en général, aujourd'hui, on a pris le parti pris de lui communiquer le résultat, c'est-à-dire bien souvent au mensuel ou au trimestre, parce que derrière, comme j'ai expliqué, il arrive le midi, il prend son plateau, son assiette et il va déjeuner. De lui mettre des supports de communication partout, même pour des enfants, où ça n'a pas de sens. Par expérience, maintenant, j'en ai déduit qu'il fallait mieux lui partager le bilan à un point de rendez-vous donné. On propose aussi des fois des animations sur site où là, on va pouvoir venir, nous, en présentiel, partager et expliquer ce qu'est le gaspillage alimentaire sur l'amont. Donc, on a cette mission, tout à l'heure, comme j'expliquais, de pédagogie et de sensibilisation. 2 questions, ça me fait penser à 2 choses. Alors, la première, c'est est-ce que ça représente un avantage concurrentiel, compétitif? Est-ce que quand on va travailler sur le bilan, quand on va communiquer en fait sur l'usage de ces produits un peu spéciaux, les consommateurs se diront ah tiens voilà, moi je suis aussi un petit peu engagé, je sais en fait que si j'avais le choix de restaurants, j'irais plutôt en fait là où je trouverais ces produits. Et la seconde question, c'est de savoir est-ce que de lutter contre le gaspillage alimentaire en amont, ça permet également de lutter contre le gaspillage alimentaire en aval. Et notamment, en fait, est-ce qu'on finit son assiette? Est-ce qu'on produit, pour le coup, ici, typiquement, moins de déchets? Est-ce qu'on met moins à la poubelle? Alors, sur la première question, on a créé Bisque pour aussi être un avantage commercial pour nos clients. Sorte de label. Label ou dire on est aujourd'hui, on veut répondre à un appel d'offres de restauration pour une collectivité, pour une entreprise, pour une résidence senior. Au-delà d'aller proposer un modèle économique qui répond à un coût portion, un coût repas, on leur dit voilà, on a aussi pris une notion de valeur, de sens avec une entreprise qui s'appelle Bisque. Et on va intégrer 5% de nos achats alimentaires donc dans la composition de vos assiettes. Et ça va produire tant de tonnes de produits sauvés. Donc on veut aujourd'hui parler de gaspillage alimentaire sur l'amont, au-delà de toutes les démarches qu'on vous parle déjà sur l'aval, c'est-à-dire dans nos cuisines ou auprès donc des résidents, des convives. Donc c'est devenu un argument commercial et qui nous permet nous aussi d'être derrière en relation avec leurs clients. Voilà. Une fois qu'on est en relation, nous aussi, avec leurs clients, si demain, ils venaient à changer de prestataire,
ça va être aussi une manière de perdurer. Voilà. Moi, peu importe avec qui je travaille, en fait. Moi, l'objectif, c'est d'aller sauver ce produit. Voilà. Donc, derrière, je vais accompagner mes clients, effectivement, dans leur relation commerciale, mais c'est aussi une façon, moi, d'amener de la pérennité dans mon activité. D'accord. Derrière, est-ce que ça a un impact chez le consommateur ? Oui et non. Oui, parce que, comme on parlait tout à l'heure, Too Good To Go, c'est-à-dire qu'on sensibilise de manière permanente et récurrente ce message de lutte contre le gaspillage alimentaire. Le fait de l'introduire, il ne faut pas que ça devienne une habitude, entre guillemets, qu'on se dit oui, ben, j'en fais quotidien, je lutte parce que sur le gaspillage alimentaire et on se trouve toujours une bonne raison. Mais derrière, il faut pouvoir le quantifier réellement. Qu'est-ce que je prends comme mesure ? Donc c'est vrai que travailler sur un modèle B2B, proposer à un chef de faire ses achats d'une manière un petit peu différente, avec une variante qui s'appelle BISC, à hauteur de 5 à 10% de ses achats, et de continuer à faire ses achats sur les circuits standards, ça demande un effort, c'est un changement d'habitude. Ouais. Voilà, clairement. On y vient. On y vient, voilà, exactement. Mais c'est un changement d'habitude qui va aussi qui va lui être imposé un peu au chef. Au début, il faut démarrer comme ça. Et par le réseau professionnel, par le système du B2B, ça va partir d'une volonté stratégique, effectivement, d'une entreprise qui va dire, voilà, nous, on a une volonté d'être acteur d'un changement. On livrait beaucoup de restaurants Orange à l'époque, quand on a démarré. Orange est une entreprise qui est très engagée, qui a une restauration aussi engagée sur les produits labellisés, sur la qualité, et quand on leur a proposé, on leur a parlé de BISC, ils ont dit, ah ouais, nous, on veut que ça rejoigne aussi nos assiettes. C'est c'est l'étape d'après, entre guillemets. Et puis, il y aura encore, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a des entreprises comme ça qui sont un peu précurseurs. On a besoin de ces entreprises-là, nous aussi, qui nous aident à nous lancer. Et derrière, les chefs n'ont pas eu le choix que de se mettre, entre guillemets, d'aller faire leurs achats. Et puis, à la fin, ils se sont dit, waouh, les produits, ils sont top, ils sont frais, ils sont bons. Voilà, donc... ils ont démystifié un peu le sujet. Ok, ils sont trop petits, mais en fait, on s'en fout. C'est trop petit, trop gros, c'est même pas le sujet. Voilà, clairement. Un oignon, il est trop gros, ça va juste un peu plus vite à éplucher. Un cookie, il est pas rond, mais en fait, on s'est même pas posé la question pourquoi il y a des ronds et des pas ronds. On a fait une rupture, en fait, avec cette norme-là, et on a surtout démontré que le produit était de bonne qualité. Donc, on a besoin, effectivement, de ces chefs, pour qui changent leurs habitudes, et derrière, pour pouvoir les impacter. Ouais. Et eux, ils ont la possibilité, à contrario du particulier, c'est-à-dire de nous, consommateurs, quand on veut faire nos courses, c'est qu'aujourd'hui, si on veut s'investir dans cette démarche de préservation de la ressource, il faut qu'on passe du temps, en fait. Il faut qu'on change notre habitude. Et c'est du temps, en fait, dans notre quotidien. C'est-à-dire que quand vous avez les enfants à emmener au sport le samedi matin et que vous devez aussi aller faire vos courses alimentaires, il faut que vous multipliez les points pour faire vos courses alimentaires. En fait, en général, vous le faites une fois, 2 fois, et puis le samedi d'après, vous n'avez plus le temps parce que vous avez rajouté une tâche parmi tout ça. Parce que aussi, économiquement, de multiplier ces points, ça a un coût. Donc, en fait, pour un consommateur, de changer sa façon de consommer, c'est un impact. Alors que le chef, lui, il a cette mission-là, mais ça ne sort pas de sa poche. Ça rentre dans une autre stratégie. Moi, je trouve ça passionnant. Je parle souvent, en fait, d'une expérience, encore une fois, j'y reviens parce qu'elle m'avait marqué. C'était le conseil départemental des Côtes-d'Armor, mais avec d'autres départements, avait mis en place une plateforme. C'est vrai que c'est un autre sujet. C'est les outils numériques et digitaux qui permettent souvent d'aller plus loin. En tout cas, une plateforme qui s'appelle AgriLocal et qui permettait aux chefs de cuisine des collèges d'acheter local et de s'approvisionner localement. Et en fait, ils se sont aperçus que, c'est vrai, quand on achète localement, en règle générale, c'est quand même un peu plus cher. Et à budget constant. Ils n'ont pas plus de pognon, en fait, pour acheter sur AgriLocal, en fait, que dans leur circuit traditionnel. Mais ils se sont aperçus, en vérité, qu'en achetant local, ils achetaient moins, ils calibraient mieux, ils achetaient meilleur. Les produits, en fait, étaient de meilleure qualité. Et donc, au final, les élèves mangeaient leur plat. Et ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup moins de déchets en utilisant en fait cette plateforme et en utilisant ces produits et en les cuisinant. Donc au final, pour venir sur le bon, mais surtout en fait aussi sur la manière en fait dont on peut aussi un petit peu éduquer et sensibiliser. Est-ce que la restauration collective, c'est pas aussi pour les consommateurs en fait une porte d'entrée à pour moi cet exemple il est complémentaire d'une autre en fait. Clairement, c'est une vraie complémentarité. Il faut toute cette multitude d'actions. Il faut mettre en place toutes ces actions-là pour pouvoir effectivement réduire ce gaspillage ou mieux valoriser les choses. Un chef aujourd'hui, avoir la possibilité de faire ses achats sur du circuit court, ses achats à travers BISC, à travers des initiatives où c'est juste ramener du sens. C'est-à-dire que le soir, il rentre chez lui, il se dit « Waouh, moi j'ai fait ça ». Quel est le plaisir de se dire, se mettre autour de la table, raconter ça à ses enfants, raconter ça à sa femme. Tiens, j'ai découvert, aujourd'hui, j'ai fait mes achats, je travaille directement avec le producteur du coin, il vient me livrer mes tomates, mes pommes de terre, mes salades.
Voilà, ça c'est top. Et je travaille avec une boîte qui s'appelle Bisque. Voilà, c'est une jeune start-up. Ils ont démarré voilà il y a 4 ans. Eh bien, je peux leur acheter voilà plein de produits. Je peux leur acheter des glaces. Je peux leur acheter voilà de la viande, du poisson. Et ça me permet aussi de changer aussi la façon de cuisiner, de faire évoluer les menus. Voilà, parce que derrière, il va falloir que le cuisinier aussi s'adapte au produit qui est disponible. Oui. On ne produit pas pour Bisque. Un producteur ne produit pas pour Bisque. Donc, c'est une approche qui demande un certain effort. Ouais. Donc, c'est vrai que la restauration collective, pour ça, au premier abord, ça pourrait paraître compliqué. Et la réalité, c'est que nous, ces produits qu'on a, on les connaît à l'avance parce qu'on le produit de manière récurrente. On sait ce qui va arriver. Statistiquement, on sait de toute façon qu'on a toujours des écarts de tri et des écarts de production. Donc, on peut composer un cycle de menus sur les 3 prochains mois, et c'est ce qu'on fait avec la majorité de nos clients, derrière, dans lequel on intègre un socle de produits dans le menu de la semaine, et derrière, qui permet au chef de faire sa commande de manière hebdomadaire. Donc, et puis après, libre à lui, s'il veut compléter, qu'il veut rajouter un petit dessert pour le repas du dimanche, dans une résidence senior, pour faire plaisir aux familles, parce que je pense que dans la cuisine, il y a aussi cette notion de plaisir. Ouais. Tu disais en fait que vous répartissiez très bien les rôles avec Faustine, et notamment en fait que toi, ton rôle, c'était de sourcer et ensuite de vendre. Comment ça fonctionne justement en fait? Comment tu sélectionnes les produits? Est-ce que vous avez mis en place une sorte de plateforme où tous les producteurs et vos fournisseurs en fait injectent les trop produits? Non, aujourd'hui, vous contacte, tu les contactes? On les contacte, on identifie ce que je disais tout à l'heure, on identifie avec eux parce que je ne veux pas être une opportunité commerciale. Ouais. Voilà. Donc notre enjeu est vraiment de lutter contre le gaspillage alimentaire, de préserver nos ressources. Voilà, on parle de souveraineté alimentaire sur le territoire français, voilà, clairement. Donc c'est d'aider nos filières de production à valoriser tout ce qu'elles produisent. Voilà. Donc c'est essayer d'apporter un certain équilibre. Voilà, à notre échelle, bien entendu, parce qu'on parle de chiffres qui sont vertigineux, mais il faut toujours commencer par un bout, comme on dit. Donc, on n'est pas aujourd'hui, nos producteurs, ils nous contactent, soit par mail, par téléphone, ou nous, on les contacte, en disant, on a une solution, on sait de toute façon que vous avez forcément ces produits chez vous. Et derrière, ouvrez un peu le chakra, ou mettez-nous en relation avec un directeur industriel, avec un responsable logistique, quelqu'un qui est un responsable qualité. Responsable qualité, c'est la personne qui dit, produit conforme ou non conforme. Ouais. Donc, et non conforme. C'est des chiffres un peu confidentiels aussi, en fait. Ou alors, vous savez, parce que vous savez, on parlait de ces 2-3% en fait, qui ne passaient pas en fait les fourches codines de la qualité. C'est l'histoire des graines de sésame sur un bun. Il y en a toujours qui vont se décoller. Ouais. Voilà, c'est une réalité. On pourra pas faire autrement. Voilà. Donc en fait, tous les produits sont un peu victimes de ça. Indirectement, oui. Tout va dépendre après de la relation avec le client final, comment va être retravaillé ou pas le produit. Mais c'est sûr que il y a ces produits-là, on les trouve partout. Et il y a des produits en fait que vous refusez justement. Il y a un producteur. En fait, c'est pas qu'on va les refuser. Il y a des produits aujourd'hui où la valeur de rachat est trop basse, ou entre guillemets, où on peut pas aller en dessous. Et derrière, on peut pas remettre surtout un coût de transport et un coût de logistique. C'est-à-dire, même si on part de zéro et qu'on rajoute un coût de transport et un coût de logistique, on arrive plus cher quasiment que le produit normé. Donc voilà. Donc la réalité, il y a des produits qu'on ne peut pas sauver. Il n'y a pas de considération, par exemple, nutritive, un produit qui a un Nutri-Score dégueulasse et vous dites ça, on va pas le faire. Notre sujet, c'est la lutte contre le gaspillage. Après, effectivement, les qualités nutritionnelles, les qualités des produits, c'est encore un autre sujet. Donc il y a des produits qu'on ne peut pas sauver, il y en a qu'on arrive à sauver. Il y a des produits aussi, on est quand même sur un modèle B2B, donc il y a des produits qui sont plus destinés à des circuits de B2C. Vendre à une collectivité qui fait 10 000 repas jour, une petite boîte de carottes petits pois, pour prendre le mauvais exemple, mais combien de boîtes il va falloir qu'ils ouvrent? Ils n'ont pas ils ont pas non plus les ressources humaines disponibles pour pouvoir ouvrir. Donc c'est des produits que nous on peut pas sauver. Mais tout à l'heure on a parlé d'autres initiatives, et ces autres initiatives, elles peuvent éventuellement être une voie de valorisation pour ces produits. Je reviens à ce que tu disais aussi au début, on l'a évoqué plusieurs fois, ce chiffre-là, c'est on produit des aliments transformés ou alors qui sortent directement de la terre, et on sait qu'il y a une partie qui ne sera pas commercialisée. Vous êtes intéressé en fait par cette portion de produit. On produit hors norme. 2, 3%, 5%, enfin peu importe. Ça dépend des filières, effectivement. Ça dépend des filières. J'ai envie de dire que la meilleure lutte contre le gaspillage alimentaire, en fait, c'est d'arriver à éradiquer complètement en fait la production
de ces quelques pourcents. Même si, effectivement, tu dis c'est inhérent. On ne peut pas, en fait, avoir 100% de produits de qualité qui iraient, en fait, inonder les rayons des distributeurs. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, parce que la lutte contre le gaspillage alimentaire, en particulier et moi je trouve ça génial quand on s'en occupe, au plus proche de la source du problème, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut aussi, en fait, s'interroger sur comment on fait pour moins consommer, pour moins produire, pour éviter, en fait, que le produit qui a vocation, en fait, à être jeté, qui est au final récupéré par Bisque, au final, en fait, n'ait jamais existé. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a c'est vraiment lié au modèle occidental, au modèle des pays développés. Aujourd'hui, on est dans la profusion, dans l'abondance. Je ne pense pas que la société soit prête à consommer moins. Ouais. Clairement, même si on va rentrer dans une période différente sur la situation économique du pays. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a de l'inflation, donc qui va imposer effectivement de consommer moins. Mais bon. Là, c'est la contrainte effectivement inflationniste qui impose mais derrière, moins, le produit, il existera toujours. On a défini de toute façon un modèle de production pour pouvoir nourrir le plus grand nombre. Et aujourd'hui, il a aussi ses travers. Ouais. Il a aussi ses travers. C'est-à-dire que tant qu'on a les moyens, on a les moyens de gaspiller, on gaspille. Merci beaucoup. Non, merci à toi. Nouveau récit. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, faites-le à l'adresse suivante: bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt.